Mais le burn-out, il ne m'est pas venu des collègues algériens, il m'est venu du pouvoir algérien. Donc c'est cette relation spécifique ou ce pouvoir qui en fait n'a aucune légitimité. On le voit bien, le président Tebboune a été élu, bon, avec un peu de chance, c'est peut-être 15% des Algériens qui se sont déplacés. Entre parenthèses, d'ailleurs, le président Tebboune a dissous la Ligue internationale algérienne, la Ligue algérienne des droits de l'homme. Et ceux qui travaillent dans cette organisation indépendante n'étaient même pas au courant qu'une procédure avait été lancée par le tribunal administratif d'Alger pour dissoudre la Ligue algérienne des droits de l'homme. Ça, c'est 2 ans après le Irak, quand même, hein, au moment où on parle de la nouvelle Algérie, d'un État démocratique. Donc on a un pouvoir, en fait, qui n'a aucune légitimité et qui, en fait, sa seule façon de survivre, c'est d'utiliser le passé face à un présent qui est extrêmement précaire. Eh bien voilà, nous voici dans la deuxième moitié ou la deuxième mi-temps de Africactu 21 avec notre invité d'honneur, M. Jean-Louis Levet. Bonjour. Jean-Louis, bienvenue, ça me fait plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. La dernière fois, c'était il y a assez longtemps, du temps où vous étiez encore haut responsable français à la coopération économique et industrielle avec l'Algérie. C'est un poste ou une mission, vous nous direz, que vous avez assumé pendant 5 ans et demi, de 2013 à 2019. Et donc c'est à ce titre de connaisseur intime, on va dire, de l'Algérie, puisque les 3/4 du temps vous étiez là-bas, pendant ces années-là, que vous êtes invité pour donner votre avis, qu'est-ce qui se passe en ce moment, mais plus profondément aussi les racines du mal, en quelque sorte, si je puis dire, parce que en 2023, donc il n'y a pas longtemps, vous avez édité un livre, Le mal algérien. Et alors, quand vous dites le mal algérien, vous pensez à quel type de pathologie, Jean-Louis ? Ah ben, je pense au pouvoir algérien, évidemment, et surtout pas aux Algériennes et aux Algériens. J'en ai rencontré des centaines pendant 5 ans, dans le monde associatif, dans le monde entrepreneurial, industriel, universitaire, la fonction publique aussi, où il y a des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires de qualité. Et avec lesquels, justement, on a beaucoup appris ensemble. On a monté plus de 50 projets ensemble, dans toute une série d'activités. Donc ensuite, évidemment, une fois que j'avais compris les besoins, les attentes, les compétences des uns et des autres, il fallait en France trouver des interlocuteurs pour pouvoir créer des coopérations. Mon objectif, en fait, dans cette mission France-Algérie, en fait, c'était de contribuer à passer d'un modèle traditionnel import-export. L'Algérie exporte, je schématise, 6 hydrocarbures à la France. La France exporte des machines, des voitures à l'époque, du blé, etc. Et beaucoup de produits transformés pour passer à un modèle de coproduction, de co-innovation, de façon à ce qu'une entreprise française, une entreprise algérienne, avec aussi des universités et des responsables territoriaux, bien se développent autour d'un projet dans un territoire donné, en l'occurrence en Algérie. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait pendant 5 ans, tout seul, avec mon stylo, mon smartphone, mon petit sac à dos, un petit carnet. Et là, j'ai été beaucoup aidé, je dois dire, c'est même lui qui m'a convaincu à l'époque par Rachid Rahmani, qui était à l'époque le ministre de l'Industrie. Là, on est en mai 2013 quand je prends mes fonctions. Et donc, tout de suite, évidemment, je souhaite aller en Algérie. Et pendant plusieurs semaines, je vais barouder à travers tous les territoires, en commençant d'ailleurs beaucoup par l'Est, d'ailleurs, parce que souvent, les Français vont à Alger, vont à Oran, et en général, on ne va pas tellement plus loin. Et justement, l'intérêt, c'était d'aller au-delà de la capitale et de rencontrer de nombreux industriels, entrepreneurs, chambres de commerce, universités. Et Chérif Rahmani, là, effectivement, m'a beaucoup aidé. On a vraiment travaillé main dans la main pendant plus d'1 an. Malheureusement, il a été évincé du gouvernement, probablement parce qu'il était peut-être un peu trop dynamique. Ah ben, c'est quelque chose qu'on connaît dans d'autres pays, ça. Absolument, absolument. C'est un peu universel. Donc là, c'était Constantine, cette région-là? Oui, c'était Borj-Barerich, Sétif, Annaba, Constantine, Guelma. Et puis ensuite, je suis revenu par Béjaïa, Agbou, voilà, Tizi Ouzou. Et au sud, vous êtes descendu. Et puis ensuite, bien sûr, j'ai multiplié les missions. J'en ai fait un peu plus de 120 quand même, en 5 ans. Donc ça veut dire prendre l'avion 240 fois. Plus évidemment la voiture, beaucoup de voitures d'Algérie, ce qui est normal pour aller au plus près des personnes. C'était bien sûr Ouargla, Seine, enfin voilà, de très nombreux territoires en Algérie, Biskra. On va appeler ça une épopée. Alors de cette épopée algérienne, pouvez nous raconter une ou deux histoires, exemples, anecdotes de réussite, et peut-être une d'échec
qui vous fait Ah, mais encore... des anecdotes, des illustrations, il y en a des centaines. J'essaye avec mon co-auteur Paul Tolila d'illustrer nos analyses, justement par toute une série d'anecdotes, pour bien montrer. En fait, notre objectif à travers ce livre, c'est de dire aux Français, voilà ce qu'est l'Algérie aujourd'hui. Voilà pourquoi nous devons travailler avec nos amis algériennes et algériens. Voilà pourquoi, si nous sommes face à face, en fait, on est là pour travailler, penser, agir côte à côte. Alors peut-être 2-3 anecdotes rapidement où j'ai vraiment découvert des gens vraiment de grande qualité humaine. Et je le dis vraiment avec beaucoup de sincérité. Par exemple, je me souviens à Ouargla, à chaque fois que j'allais dans une ville, je restais au moins 3-4 jours, le temps de rencontrer tout le monde, d'aller visiter des usines, aller dans le monde universitaire. Et je me souviens à l'université de Ouargla, et j'en profite d'ailleurs pour saluer les profs de l'université, on avait passé notamment une matinée avec une trentaine de doctorantes et de doctorants qui faisaient leur thèse dans le domaine des sciences sociales. D'ailleurs, il y avait beaucoup plus de filles que garçons. J'ai remarqué que souvent, les filles travaillent beaucoup plus, sont plus engagées. Évidemment, parce que c'est pour elles un facteur d'émancipation tout à fait important, dans un pays où le Code de la famille de 1984, en contradiction d'ailleurs avec la Constitution qui prend l'égalité femmes-hommes, en fait, fait de la femme un sujet de second ordre, nous le savons. Et effectivement, quand je leur demandais quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez, dans quelle langue vous allez écrire votre thèse, tout le monde me répondait, mais bien entendu en français. Mais pourquoi en français? Parce que c'est justement un facteur d'ouverture et c'est ce qui nous permettra ensuite, si on veut devenir maître de conférence à l'université, de faire des publications dans des revues 3A, c'est-à-dire des revues d'excellence sur le plan international, et puis après éventuellement dans des revues aussi anglo-saxonnes. Donc là, j'ai vu vraiment des étudiants, mais vraiment bosseurs et des profs vraiment de grande qualité. Une deuxième anecdote très différente, on sort d'Alger, on va vers Blida, et un ami me fait découvrir plusieurs ateliers, notamment un atelier de mécanique. On rencontre un chef d'entreprise qui a autour de 50-60 ans, il a 5-6 employés, il a des machines-outils, il fait des pièces pour la mécanique, il est en situation financière extrêmement difficile. Et je lui dis, mais pourquoi vous êtes en situation difficile alors que ce pays est en plein développement et que s'il y a bien un domaine où on a besoin d'ateliers, c'est bien dans les pièces de mécanique qui touchent plein de secteurs. Et il me prend par la main, il me fait sortir de son atelier, il me dit, vous voyez la route principale qui va d'Alger à Blida, vous voyez tous les magasins qu'il y a en face. Et effectivement, il y avait des magasins tout le long de la route. Vous voyez tous ces produits qui débordent sur les trottoirs. D'ailleurs, les gens sont obligés de descendre sur la route pour remonter ensuite un peu plus tard. Tout ça, ce sont des produits contrefaits. La très grande majorité viennent de Chine. Des objets, des pompes hydrauliques, enfin, que sais-je, toute une série d'objets du quotidien qui, évidemment, sont des produits contrefaits, sont mal faits, sont souvent de très mauvaise qualité. Et il a cette phrase terrible et profondément exacte qui vaut une thèse en économie. Il dit, vous voyez, le low cost tue les gens pauvres. Parce que ces produits sont de très faible qualité, et donc il faut en racheter en permanence. Et évidemment, il avait tout compris. Et cette anecdote, justement, montre les dégâts d'une économie informelle, c'est-à-dire illégale, clandestine, qui pèse, suivant les chiffres, les rapports de la Banque mondiale, du FMI ou que sais-je, entre 50 et 70% du PIB. Et d'ailleurs, le président Tebboune lui-même, d'ailleurs, a cité le chiffre de 80 milliards de dollars qui circulent dans l'économie informelle, ce qui est absolument gigantesque. Et dans cette économie circulent évidemment tous les produits contrefaits. Et pour acheter ces produits contrefaits, souvent, il faut les acheter à l'étranger. Ils ne sont pas toujours en Algérie. Parce qu'en Algérie, les gens sont sérieux, les artisans font du bon boulot. J'ai rencontré plein de chefs d'entreprise à qui je rends hommage dans ce livre. Et ils les achètent évidemment à l'étranger. Pour ça, il faut des devises. Et évidemment, les devises, on les achète au marché noir, qui est évidemment un marché parallèle, avec un dinar, évidemment, qui dépend à 70% de la valeur des hydrocarbures. Oui. Une autre anecdote peut-être aussi très intéressante, on est à Tizi Ouzou, à l'université de Tizi Ouzou, où j'ai été plusieurs fois aussi, parce qu'il y a là un pôle de très nombreux artisans, chefs d'entreprise, avec beaucoup d'entreprises. Et j'en ai vraiment visité énormément, du matin au soir, parfois encore à 11h, minuit. J'étais invité par ces entrepreneurs qui étaient très fiers de me montrer leur outil de production. Et dans la journée, je pouvais dialoguer évidemment avec leurs ouvriers, leurs ingénieurs, leurs techniciens. Et à Tizi Ouzou, je me souviens, j'avais été invité par le recteur de l'université, Ahmed Tessa à l'époque, 2016, peut-être 2017, je ne sais plus. Et donc j'avais rencontré dans le grand amphi Asnouad des centaines d'étudiants. Et en rentrant dans l'amphi, j'ai vu tout autour de l'amphi, sur les hauteurs, des portraits géants extraordinaires. Einstein, Marie Curie, Freud et encore d'autres. Voilà. Les sciences d'abord, la connaissance d'abord, les grands référents d'abord. Et après ma conférence,
j'ai écouté plusieurs binômes d'étudiants qui présentaient l'état de leur mémoire et de leur thèse, et tous étaient très fiers d'avoir 2 directeurs. Un directeur de l'université de Tizi Ouzou et un co-directeur d'une université française. En l'occurrence, j'ai oublié lesquels. Puis peut-être une dernière aussi, qui est aussi très symptomatique. On est à Béjaïa. Pour une nouvelle fois, nous nous réunissions. Je vais créer un groupe de travail avec plusieurs universités algériennes et avec des universités françaises pour voir comment on peut créer des projets qui réunissent à la fois des universités, des entreprises françaises et algériennes dans un territoire donné. Et dans ce groupe, il y avait notamment, sur leur suggestion à eux, c'est évidemment pas moi qui avais décidé, 4 universités. Il y avait Tlemcen, Béjaïa, Ouargla et Boumerdès. Et je tiens d'ailleurs à saluer 2 présidents qui ont décédé. Vraiment une pensée vraiment fraternelle pour eux. Je pense à Moustapha Djafour, qui était le recteur de l'université de Tlemcen, qui je crois est décédé en 2018, et également mon ami Boualem Saïdani, qui était le recteur de l'université de Béjaïa. Vraiment, je tiens vraiment là à les remercier, à penser à eux, parce que c'est extraordinaire comme exemple d'engagement, de coopération entre 2 pays. Et à cette université de Béjaïa, donc, on a passé la journée à travailler là aussi sur toute une série de projets dont certains sont sortis, dans le domaine de la santé, créer aussi des incubateurs pour permettre à des étudiants de créer des start-up accompagnés par des entreprises. J'avais été invité, avec les Français qui étaient venus, des chefs d'entreprise, à la remise du diplôme de fin d'année. On devait être au mois de juin, donc tous les étudiants étaient là, il y avait une remise de diplôme, c'était vraiment formidable. Souvent d'ailleurs, les premiers étaient souvent d'ailleurs des filles. Hein, et donc voilà, je suis intervenu aussi, évidemment. Et puis, avant que la remise soit effective, le Wali a pris la parole. Et là, il s'est passé une chose assez curieuse. Juste avant que le Wali prenne la parole, l'air national algérien a été lancé, ce qu'on peut comprendre, même si on n'imagine pas en France jouer la Marseillaise à chaque fois qu'on remet des diplômes en fin d'année, mais bon, on peut le comprendre. Mais surtout, ce qui était absolument terrible, c'est que pendant que cet air se jouait, il y avait des photos sur des dizaines de mètres de large et de hauteur sur la guerre d'Algérie, avec évidemment des photos terribles, parce que la guerre, c'est toujours terrible. Donc vous voyez ce message. Nous savons qu'il y a des Français dans la salle, on leur rappelle quand même qu'il y a 60 ans, il y a eu la guerre d'Algérie. Et il s'est passé quelque chose de curieux, c'est que beaucoup d'étudiantes et d'étudiants, moi je m'étais mis en haut de l'amphi, voilà, discrètement avec les Français, et beaucoup d'étudiants se sont retournés vers moi, avec un regard quand même, un certain désarroi. Est-ce qu'il ne va pas partir ? Et les Français m'ont regardé aussi, je leur ai dit non, on reste. On reste. Parce que ces photos, le Wali, aucune importance. Ce n'est pas le passé qui compte. Ce n'est pas le passé qui fait office de présent et qui bouche l'avenir qui compte. C'est l'avenir. On a à travailler avec ces étudiants sur leur projet de thèse et en relation avec d'autres universités et d'autres entreprises. Et d'une certaine façon, c'est un peu ça, si vous voulez, le mal algérien. Pour reprendre les termes d'Hubert Védrine, qui vient de sortir un livre sur le dictionnaire géopolitique, effectivement, il qualifie le pouvoir algérien de nationalisme vengeur et accusateur. Et ça reste ce discours permanent qui leur permet de croire, qui justifie encore le fait que ce pouvoir puisse exister, alors que toute son énergie est focalisée sur comment ne pas sombrer. Donc un grand coup de chapeau à tous ces Algériennes et ces Algériens que j'ai eu le plaisir de rencontrer pendant 5 ans et demi. C'était vraiment une mission passionnante, épuisante sur le plan administratif, parce qu'il y avait toujours, je dirais, l'échiquier politico-administratif qui développait une énergie farouche pour que les choses avancent le plus lentement possible. Mais comme on partait toujours du terrain pour faire monter les projets, on arrivait quand même à les faire avancer. Alors, vous avez titré Le mal algérien. En même temps, là, depuis 10 minutes, vous dites plein de bonté sur le peuple algérien. Oui, absolument. Donc c'est le système qui pose problème. D'ailleurs, vous écrivez aussi, c'est le monde à l'envers, enfin c'est monté à l'envers. D'autres disent c'est un asile psychiatrique à ciel ouvert, mais c'est pas vous. Non, je ne porte pas de jugement. D'accord. Et vous avez cité les jeunes, les étudiants. Il y a eu cet épisode du Vérac, une insurrection d'échelle nationale. Hein, tout le monde était dans la rue. Ça a duré 2 ans. Et depuis, il ne se passe rien, apparemment. Qu'est-ce que vous pensez de ça, ce silence subi de la jeunesse? Alors, subi, vous l'écrivez comme vous voulez. D'abord, oui, ça a été, je pense, une révolte
extrêmement profonde de la société algérienne. Et en fait, je crois que les autorités algériennes ne l'avaient pas vu arriver. Quand j'étais encore en Algérie, donc le Irak a dû démarrer, je crois, en début février 2019, je crois, de mémoire. Donc j'étais encore en octobre, en novembre, en décembre, en janvier, et je sentais, notamment avec les chauffeurs de taxi qui parlent beaucoup, j'ai beaucoup appris avec eux, avec beaucoup de simplicité et de bienveillance. Et je me souviens qu'en octobre, novembre, décembre, plusieurs me disaient « tout ça nous fait mal à la tête ». Cette expression « on a mal à la tête », de ce système qui n'en finit plus, de ce président dont on savait pertinemment, pour des raisons objectives de santé, qui ne pouvait pas se représenter pour, je ne sais plus, un 4e ou un 5e mandat, ça devenait insupportable. Et donc il y a un moment, je crois, où une majorité du peuple algérien s'est dit « mais c'est notre dignité même qui est en cause. C'est aussi simple que ça. On est là ». Et sur les graffitis que j'ai vus, que j'ai photographiés, il y a évidemment bon nombre de graffitis qui disent en gros nous sommes une génération qui vous connaît, mais vous ne nous connaissez pas. Et quand les jeunes sont descendus dans les rues, en partant de Kerata, je crois, et puis ensuite dans toutes les villes algériennes, après ce sont les autres générations qui sont descendues dans la rue. Les 40 ans, les 60 ans, les 80 ans. Ah. Et c'est là où, d'une certaine façon, d'ailleurs, un ami algérien m'a dit on devrait remercier l'oligarchie algérienne parce que finalement, grâce à cette situation d'un système qui n'en pouvait plus, qui ne voulait pas se réformer, qui ne s'est toujours pas réformé d'ailleurs, finalement on a recréé une unité du pays. On devrait attribuer le prix Nobel au président Bouteflika. Oui, nos amis algériens ont toujours un humour absolument remarquable. Donc on a effectivement ce pouvoir qui a repris en main évidemment le Irak très vite. Le Covid évidemment a ralenti les choses. Mais très vite, évidemment, vous vous souvenez du chef d'état-major, dont le nom m'échappe, qui tous les vendredis prenait la parole avec une grande casquette, avec un nombre de médailles gigantesques sur le côté gauche, des lunettes noires. Enfin, ça me rappelait, quand j'étais ado, je me rappelais Pinochet, président du Chili, qui avait fait un coup d'État avec l'aide de la CIA, et qui avait fait d'ailleurs assassiner le président Allende à l'époque. Et donc très vite, il y a eu cette reprise en main du Irak, et finalement... Très vite, cet État est devenu un État policier, qui quadrille beaucoup plus la société que ce n'était le cas d'ailleurs au cours des décennies précédentes. Alors, j'ai une petite anecdote, on va voir si vous la validez, qui m'avait été racontée par une personnalité algérienne en 2015 à Oran, où je me suis trouvé comme journaliste. C'était l'inauguration de l'usine Renault de Oran. Le chef de file, c'était Fabius. Et derrière lui, qu'on ne voyait pas parce qu'il est plus petit, le ministre des Finances, encore peu connu, Emmanuel Macron. Et cette personnalité algérienne me dit, en fait, c'est un dédommagement à cause de Tanger, de l'implantation Renault à Tanger, c'est que c'est nous qui aurions dû l'avoir. Je dis, ah bon ? Et puis je me renseigne. Et ce que m'apprend un économiste algérien de grand renom, mais que je ne citerai pas, c'est que, en fait, la grande usine de Renault à Tanger devait être installée en Algérie, mais il y a tellement eu de chicaneries, ça a traîné pendant des années avec les autorités, que les Français en ont eu assez et ils sont partis au Maroc. Alors après, les Algériens ont hurlé, mais comment ? Et c'est pourquoi on a fait une petite usine de consolidation à Oran, mais trop petite pour être rentable. Bon, voilà l'histoire. Est-ce que vous la connaissiez ? Oui, d'autant que j'étais présent ce jour-là, d'ailleurs. Ah ben alors, on s'est raté. En tant que responsable, j'accompagnais évidemment à l'époque Laurent Fabius, qui devait être ministre des Affaires étrangères, Emmanuel Macron, qui était un jeune ministre de l'économie, et nous avions à nouveau un nouveau COMEFA, un comité mixte économique franco-algérien, où en tant que responsable, j'étais évidemment rapporteur côté français pour dire voilà les projets, voilà où nous en sommes, et à chaque fois faire signer un certain projet qui était monté de la base et à faire signer ensuite par les ministres algériens et les ministres. On s'était vu en fait. Français. Oui, je m'en souviens. Oublié. Mais ça, c'est un vrai sujet, parce qu'on peut citer... Pourquoi on n'y arrive pas, en fait ? Pourquoi on n'arrive pas à s'entendre ? Très concrètement, sur 55 projets auxquels j'ai contribué à monter avec nos amis algériens et français, parce qu'il y avait un cadre, un processus et des responsables de part et d'autre, il y en a 14 ou 15, je ne sais plus, qui en fait ont été montés, la plupart ont été signés, mais en fait n'ont jamais démarré. Et là, on est effectivement dans le système algérien. Le ministre change, le chef de bureau change. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe.
Je vais citer deux exemples très rapidement, qui sont très importants pour l'économie algérienne et pour les entreprises françaises. Le ministre, je crois que c'était le ministre de la Recherche à l'époque algérien, je le raconte dans le livre d'ailleurs, qui voulait créer, et il avait 1000 fois raison, un centre de recherche sur le calcul de haute performance et sur tout ce qui est numérique. On doit être dans les années 2015-2016. Et évidemment, je pense tout de suite au grand groupe franco-européen, évidemment, Atos, qui est parmi à l'époque les 2-3 grands groupes mondiaux qui avaient repris Bull avant. Y associer les universités, le ministre souhaitait que ça se fasse à l'ouest de l'Algérie, donc y associer aussi les universités d'Oran, de Tlemcen, des entreprises évidemment, et nous étions tombés d'accord. J'avais associé d'ailleurs le ministère de l'Industrie, parce qu'il n'y a pas d'interministérialité, en tout cas à l'époque, donc en fait implicitement je jouais le rôle d'interministériel entre les différents ministères, et c'est un projet où il fallait associer la recherche, l'industrie, le territoire et la formation. Et nous étions d'accord sur ma suggestion pour ne pas en faire qu'un centre de recherche, mais aussi un centre de formation, de techniciens, d'ingénieurs et ensuite d'accompagnement de start-up dans ce domaine. Parce qu'en Algérie, vous avez des centaines, des milliers de jeunes qui sont très bons, notamment en mathématiques, en informatique, et qui créent leur start-up. Et il faut évidemment les encourager. On a passé 18 mois à travailler sur ce projet. 18 mois. Avec le groupe français, à qui j'avais demandé qu'il y ait un représentant, qui était le patron des relations internationales, c'est quand même pas rien, qui à chaque fois venait, on a travaillé. Tout s'est bien passé, séminaire de remise du projet, tout était parfaitement bouclé. Formidable, tout le monde était content. Ça allait être le plus grand centre de calcul de haute performance en Afrique. Les mois passent, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Qu'est-ce qui se passe? Je pose des questions, où en est-on? Je fais en sorte que notre ambassade aussi questionne le ministère de la Recherche. Et puis un jour, je pense qu'ils ont dû être un peu excédés. Un haut fonctionnaire, même pas le ministre, ni un membre de cabinet, nous envoie un courrier en disant ben non, le dossier est remis. Pourquoi? Pour quelle raison? Voilà, ce dossier a disparu. Je pense à un deuxième aussi très important. Vous voyez, dans un secteur qui est celui de l'aéronautique, les Algériens avaient besoin, ont toujours besoin, d'hélicoptères, et notamment des hélicoptères de secours pour agir très vite quand il y a des accidents, ce qui est évidemment tout à fait compréhensible. Ça peut servir aussi à surveiller les frontières, parce qu'aux frontières de l'Algérie, il y a des situations quand même extrêmement difficiles. Donc il est tout à fait normal que les autorités algériennes soient très vigilantes sur la protection de leurs frontières. Et c'était à l'époque le Premier ministre même qui m'avait dit « Est-ce qu'on peut, Jean-Louis, essayer de créer une usine de fabrication d'hélicoptères plutôt que simplement les acheter ?» D'ailleurs, à l'époque, les Algériens, ça continue à acheter exclusivement soviétiques puis russes. Et donc j'y ai travaillé, j'avais contacté à l'époque la filiale d'hélicoptères du groupe Airbus, donc le groupe franco-allemand. Et le premier réflexe du patron a été de me dire « Oh là là, l'Algérie c'est très compliqué, on est en train de monter une usine de quelques dizaines d'hélicoptères de fabrication au Brésil, c'est déjà compliqué, mais l'Algérie c'est encore plus compliqué. » Je dis « Non, non, pas du tout, on est là pour travailler, il y a des institutions qui ont été créées, il y a un processus de travail, il n'y a aucun problème. » Donc il délègue une personne, il travaille pendant des mois, le projet avance, j'obtiens même que l'usine ne soit pas encore au point mort, pas assez rentable pour démarrer la production, maintenance, formation d'ingénieurs et de techniciens. Vous voyez, pas simplement on importe des MiG russes, non, on apprend et on fabrique des hélicoptères. Et 2 jours avant la réunion du comité interministériel franco-algérien qui devait se tenir à l'occasion à Paris, j'apprends par mes collègues du Quai d'Orsay que ce projet n'allait pas être signé et on n'a jamais su pourquoi. Ouais. Alors même que le groupe français avait rencontré évidemment tous les ministères concernés, y compris évidemment le ministère de la Défense. Est-ce que ça arrive avec d'autres partenaires potentiels, d'autres pays? Donc est-ce que c'est intrinsèque au système lui-même ou est-ce que c'est dans la relation franco-algérienne que ce genre de problème se produit? Non, quand il y a des projets de coopération, c'est toujours un travail complexe, parce qu'il faut prendre en compte de très nombreux facteurs, ce qui est normal. Donc il peut y avoir des années de travail pour monter un projet complexe, a fortiori dans des domaines comme le numérique, l'aéronautique ou d'autres secteurs. Mais quel que soit le projet, c'est complexe, parce qu'il faut vraiment prendre en compte vraiment la situation. Et il faut être à l'écoute de nos partenaires algériens. C'est très important. Hein. Je suis toujours parti de leurs besoins, de leurs attentes, de leurs compétences. Le problème entre la France et l'Algérie, c'est pas ça. Ouais. À ce niveau-là, ça se passe formidablement bien. J'étais à Paris, j'avais des coups de fil, des mails permanents. Jean-Louis, quand est-ce qu'on se revoit? Voilà où on en est. Enfin, on n'a pas arrêté tous ensemble.
tout à fait entre nous. D'ailleurs, j'ai quasiment fini avec un burn-out. Mais le burn-out, il ne m'est pas venu des collègues algériens, il m'est venu du pouvoir algérien. Donc c'est cette relation spécifique ou ce pouvoir qui, en fait, n'a aucune légitimité. On le voit bien, le président Tebboune a été élu, bon, avec un peu de chance, c'est peut-être 15% des Algériens qui se sont déplacés. Entre parenthèses, d'ailleurs, le président Tebboune a dissous la Ligue internationale algérienne, la Ligue algérienne des droits de l'homme. Et ceux qui travaillent dans cette organisation indépendante n'étaient même pas au courant qu'une procédure avait été lancée par le tribunal administratif d'Alger pour dissoudre la Ligue algérienne des droits de l'homme. Ça, c'est 2 ans après le Irak, quand même, hein, au moment où on parle de la nouvelle Algérie, d'un État démocratique. Donc on a un pouvoir, en fait, qui n'a aucune légitimité et qui, en fait, sa seule façon de survivre, c'est d'utiliser le passé face à un présent qui est extrêmement précaire. Et donc, quand vous utilisez le passé, vous ne pouvez pas faire venir énormément d'investissements étrangers parce que y a plein de gens qui arrivent, vous formez plein de personnes. Et en fait, c'est ça l'objectif. Or, comme cette économie, ces gouvernements successifs fonctionnent effectivement sur la rente, le clientélisme et la corruption, les entrepreneurs algériens, évidemment, sont pénalisés, a fortiori la coopération entre les 2 pays. Et pourtant, c'est entre ces 2 sociétés civiles où se montent tous les jours de plus en plus de projets. Et comme l'avenir est souvent bouché pour les jeunes, qu'est-ce qui se passe? C'est l'exode des cerveaux. Prenons l'exemple de la santé, qui est quand même un secteur déterminant. On l'a vu avec le Covid-19, dans quel état d'ailleurs était aussi notre système hospitalier, par l'impéritie de nos politiques publiques. Vous avez quand même, depuis des décennies, 20 000 médecins algériens qui ont quitté le territoire algérien. Ça, ce sont les chiffres du président de la Fédération des personnels de la santé, je crois, de 2022 ou 2023, qu'on cite dans le livre. L'Algérie a formé 50 000 médecins ces dernières décennies, 20 000 sont partis. Pourquoi ils sont partis? Ce n'est pas pour aller voir d'autres pays. Hein, c'est parce que, voilà, quand l'avenir est bouché, on part. Cher Jean-Louis, on a déjà débordé. Ce sera le mot de la fin. Pourquoi partent-ils? C'est peut-être le titre d'une prochaine émission. On ne peut pas rajouter 1 minute, parce que je voudrais quand même dire que ces 2 pays ont des atouts complémentaires extraordinaires. D'abord, on a des liens humains extrêmement forts et on a des économies totalement complémentaires en termes de savoir et de savoir-faire dans les grands domaines de demain. C'est l'eau, c'est la transition numérique et énergétique, c'est aussi toute la question de l'intelligence artificielle, tout ce qui est développement durable, l'agroécologie qu'il nous faut penser demain. Donc on est dans une situation paradoxale où en fait tout existe pour qu'on puisse davantage travailler ensemble, et nos 2 sociétés civiles travaillent beaucoup ensemble, et sur l'échiquier politique, malheureusement, on avance avec, le moins qu'on puisse dire, avec une très grande difficulté. Permettez que je dise, moi, le mot de la fin. Je vous en prie. C'est un philosophe très ancien, c'est que les gouvernements passent et les peuples restent. Bon, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Alfred. Merci, Jean-Louis. Merci à vous. Merci. Et voilà, on se retrouve dans 15 jours. Merci de nous suivre. À bientôt.